bienvenue à toutes et à tous, bienvenue à bord, comme on le dit chaque année. Alors, vous le savez donc, nous entamons une nouvelle saison de nos balades littéraires, escapades fluviales et estivales. Le temps est avec nous aujourd'hui. Et donc, une première balade aujourd'hui, bien un peu particulière, puisque c'est la première fois depuis que j'organise ces rencontres, c'est-à-dire à peu près 13 ans, que nous n'aurons pas de capitaine de bord aujourd'hui. Alors, mais la raison, elle est à la fois simple et terrible, puisque notre ami Léo Beckman, vous avez ici le petit feuillet, nous a quittés, alors sans crier gare, de manière soudaine, le 25 janvier 2017. Donc c'est, voilà, tous les habitués, les fidèles que vous êtes, vous vous souvenez très certainement de Léo, ce grand bonhomme avec une queue de cheval, qui avait toujours son chapeau et son éventail. Hein, il avait toujours son éventail pour nos balades. C'était un des fidèles, et puis c'était un ami avant tout. Et donc voilà, je lui avais fait la promesse d'organiser une rencontre autour de son parcours, mais également autour de 2 livres qu'il a publiés. Alors, il n'aura pas vu les ouvrages, puisqu'ils sont parus de manière posthume. Un roman, Dos au public, qui est publié chez Weyrich cette année, hein, qui est sorti cette année, et puis les poèmes cantiques, ici un volume magnifiquement édité par Maelström Édition, ici à Bruxelles. Donc 2 livres dont nous allons parler, évidemment, qui resteront orphelins d'une dédicace, bien sûr, mais je tenais à conserver cette balade, et puis à rassembler aussi quelques amis, quelques personnes qui ont connu, qui ont côtoyé Léo. Alors je vous dis tout de suite, effectivement, l'été fait que certaines personnes n'ont pas pu être présentes, bien sûr, les vacances, évidemment, mais je vous dis tout de suite que si on avait dû rassembler tous les amis de Léo, il aurait sans doute fallu un paquebot, hein, et donc ce bateau n'aurait évidemment pas suffi. Voilà. Alors, pour en parler aujourd'hui, bien, je suis très heureux d'accueillir Claire Jaumin, qui a partagé la vie de Léo pendant de nombreuses années, son épouse, Marie-Angèle Dehaye, qui est responsable, comme vous le savez, de la bibliothèque d'Erichker, la bibliothèque centrale de Bruxelles, et avec qui on collabore maintenant depuis quelques années, qui effectivement est à la base aussi de l'organisation de ces balades. Et j'ai à côté de moi Christian Liebens, ami aussi de Léo. Tu connaissais très bien Léo, tu as travaillé, on reviendra avec Léo pendant de nombreuses années. Il se fait que Christian sera notre capitaine de bord la semaine prochaine, dimanche prochain, alors autour de ton parcours, si tu es là comme ami, comme collègue de Léo. Et on écoutera, on entendra quelques textes tirés des poèmes cantiques que Denise, fidèle parmi les fidèles aussi, nous lira. Voilà. Alors, je voulais juste dire 2-3 petits mots quand même à Léo. Moi, j'ai eu la chance de le connaître, surtout à partir du moment où il a été à la retraite, en 2013, hein, 2013. Et bon voilà, on s'est beaucoup côtoyé. Je voulais dire que c'était un indécrottable passeur et passionné de littérature belge. Hein. Il a œuvré toute sa vie à la promotion, au service de la promotion des lettres de la Fédération Wallonie-Bruxelles. On rappelle quand même qu'il était gantois, on y reviendra. Hein. Donc, moi je l'appelais aussi le bourlingueur des lettres belges un peu, parce qu'il a beaucoup voyagé, et pour promouvoir justement la littérature à New York, sur les salons du livre, à New York, à Prague, en France, on y reviendra aussi. Et puis il a toujours gardé ses projets, hein, cet amour pour le livre, pour le papier, pour la belle édition,
On reviendra aussi sur son parcours d'éditeur. Et puis alors, voilà, quand on parlait avec Léo, on savait très très bien qu'il était un poète dans l'âme. Et on verra que les deux livres qu'il a publiés le confirment très certainement. Et puis voilà, il connaissait à peu près tout le monde, avec tous les auteurs, toute la littérature belge et étrangère, et puis avec des amitiés qui étaient indéfectibles, notamment avec Werner Lambercy, que vous connaissez sans doute, mais aussi avec Michel Torrekens, Thierry Leroy, etc. Donc tous les acteurs finalement de la littérature belge ou langue française à Bruxelles, mais aussi à l'étranger, notamment à Paris, à la librairie Wallonie-Bruxelles. Alors voilà, moi je vais commencer peut-être avec Claire. Je suis très heureux et un peu touché aussi toujours de ne pas voir Léo sur le bateau. Alors, très tôt, Léo s'est passionné pour la littérature, très jeune. Il était plutôt issu à Gand, d'un milieu modeste. Comment lui est venue finalement cette passion? Comment il a découvert ce monde du livre, de l'édition, du papier, etc. Est-ce que c'est au moment où il arrive à Bruxelles, ou bien déjà à Gand, il avait noué des amitiés, des relations? Voilà, en fait, quand il vivait à Gand, il a eu l'occasion d'être en contact avec des personnes qui faisaient du théâtre. Et c'était des spectacles qui bien souvent venaient de l'étranger, qui venaient du New York, qui venaient de Londres, parce que c'était vraiment des programmations tout à fait extraordinaires qui étaient là. Il y avait d'ailleurs Jody Kmin du Théâtre 140 qui venait à Gand pour en fait regarder ce qu'il y avait comme spectacle et pouvoir les programmer au 140. Et puis quand il est arrivé à Bruxelles, il a d'abord eu envie de faire du cinéma, mais très tôt il s'est rendu compte que c'était plutôt le théâtre qui l'intéressait. Donc il a fondé un collectif de théâtre qui s'appelait Du Ranqui, qui a fait du théâtre expérimental, enfin, dans lequel je participais également. Et avec ce collectif du Ranqui, il y a eu la rencontre aussi de Werner Lambercy, comme poète, et à l'occasion de Europalia Belgique, il y a eu une lecture spectacle qui a été montée par le laboratoire du Ranqui, donc où Werner lisait des poèmes à lui, et il y avait un acteur du théâtre du Ranqui, acteur-danseur, donc c'était une sorte de lecture, spectacle, danse. Et ça a très très bien fonctionné. Et donc je pense aussi que c'est la rencontre de la poésie à ce moment-là qui lui a donné envie petit à petit, après avoir réalisé plusieurs mises en scène, de passer au métier d'éditeur. C'était une passion pour lui, donc il avait envie comme il avait fait des mises en scène de spectacle, il avait envie de mettre en page des livres, et donc il a fondé une petite maison d'édition qui s'est d'ailleurs appelée les éditions du Ranqui. Il a publié Werner Lambercy, mais il a publié Gaston Compère aussi, il a publié Polino, et voilà. Donc oui, on l'a publié aussi. Il a failli publier Georges Perec. Et il a failli, c'est ça, Georges Perec aussi, parce qu'il y avait, en fait, il y a un livre très particulier qui s'appelait Le paysage récolté dans la neige. Donc c'était un seul titre. Et Werner Lambercy a écrit un livre de poésie avec comme titre Paysage récolté dans la neige. Paul Limon a écrit un roman. Et en fait, il était prévu que Georges Perec écrive aussi sous le même titre également un roman, mais il est décédé avant d'avoir pu écrire. Je te repasse le micro. Oui, je me souviens de cette anecdote, parce que c'est vrai qu'avec Léo, quand on se voyait, on partageait évidemment, on partageait
nos lectures, nos coups de cœur littéraires, et puis il avait beaucoup de choses à raconter. Effectivement, cette anecdote, je m'en souviens très bien quand il a raconté que Georges Perec devait participer, et donc voilà, il avait passé une soirée avec Perec et Lambercy, et voilà, et on partageait aussi un Orval de temps en temps, et puis le singulier devenait vite pluriel, et c'était des Orvaux, quoi. Hein, et alors on ne savait plus si c'était Orval, Orvaux, enfin bon, voilà. Et ça aussi, c'est la passion de Léo, cette envie toujours de, voilà, de profiter du moment, de l'instant aussi, très important. Et finalement, on retrouve beaucoup même sur le canal, on n'échappe pas à la pollution sonore. Hein. Voilà, c'était aussi cette manière de profiter de l'instant, d'être dans l'instant, dans l'échange du moment. Et puis c'est des choses qu'on retrouve justement dans ces deux livres, Poèmes cantiques et D'eau publique, un roman et un recueil de poésie. Alors Claire, oui, je sais que le roman, on y reviendra avec Christian, mais le roman était prévu, il était très heureux, quoi. Hein, on peut en dire un petit mot, mais est-ce que les poèmes, il avait la volonté aussi de les publier, ou bien il gardait ça plutôt dans ses tiroirs? Je pense qu'il avait certainement envie que ce soit publié, mais en fait, il n'en avait pas véritablement parlé, et donc on a découvert ses poèmes sur son ordinateur le jour de sa mort. Voilà. Et donc, effectivement, on les a découverts, et on trouvait que c'était tellement extraordinaire qu'à ce moment-là, il y avait chez moi un comédien qui est aussi le directeur d'un festival de théâtre au Burkina Faso, Étienne Minoumou, qui a dit mais moi je vais lire ces poèmes pour la cérémonie d'adieu à Léo, et comme il était en train de faire un spectacle et qu'il avait aussi des musiciens qui participaient à son spectacle, donc pour la première fois il a lu devant 250 personnes qui étaient là les poèmes de Léo, et tout le monde les a découverts. Voilà, je pense que Léo, à mon avis, devait être très heureux pour lire ses poèmes le jour où il s'en est allé. C'était la cérémonie qui avait été organisée aux Écuries de Tramascarbier. Voilà. Et donc alors à ce moment-là, il y avait David Janani, qui est donc le directeur des éditions Maelstrom, qui a décidé de publier les poèmes de Léo, et qui a donc réussi aussi à mettre en page un magnifique. Oui, c'est ça. Alors, vous verrez, puisqu'on a des exemplaires, vous le savez, puisqu'au terme de cette balade, on peut se retrouver pour le verre de l'amitié devant la paillote de la bibliothèque d'Éric Clair. Il y aura des exemplaires bien sûr disponibles. Mais donc cette collection, juste un petit mot, vous voyez, ce sont en fait deux livres en un. Ça se présente comme ceci, et l'idée de l'éditeur, c'est à un prix tout à fait raisonnable, et bien de pouvoir garder un des exemplaires et offrir l'autre. Voilà, c'est magnifique. C'est une idée de David Giannoni, le directeur de... Voilà, donc ça c'est... Voilà, exactement. Voilà. Et donc voilà, Léo aurait très certainement apprécié à la fois le concept, mais la mise en page, etc. Alors il y avait beaucoup de projets encore pour Léo, parce que moi je me souviens, il est décédé un mercredi, c'était un mercredi, il me semble, et on s'était vu le vendredi, donc, et on avait bu un Orval ensemble. Mais il y avait beaucoup de projets, il y avait des choses qui étaient en chantier. Notamment, il avait le souhait d'organiser une sorte de salon de poésie, de marché de la poésie, un peu à l'image de ce qui se fait à Saint-Sulpice à Paris depuis de nombreuses années. Mais il m'avait dit que voilà, il planchait là-dessus. Il avait relancé une maison d'édition aussi, on peut dire un petit mot, Nésus.
de livres d'art, de livres de bibliophilie aussi, donc il était très attaché bien sûr au papier, à la mise en page, au crin, etc. Ça c'est un projet qui était tout récent, Nésus. Oui, donc en fait il aimait vraiment beaucoup le livre et la fabrication du livre, et donc il avait fait une maquette d'un livre d'art, donc avec un texte de Jacques de Becker et des illustrations de l'artiste Maya Polakova. Et donc voilà, mais c'était un grand livre, mais là des dessinées, je dirais plutôt aux collectionneurs d'art. Et donc il avait relancé pour ça une maison d'édition qu'il avait appelée Nésus. Nésus. Alors Nésus, oui, si on se souvient de Léo, il avait un nez assez remarquable, mais c'était aussi, il avait beaucoup de flair, et donc voilà, il se disait aussi Nésus, et puis ça fonctionnait bien dans plusieurs langues, parce que c'était pas un nom purement francophone, c'était pas purement flamand, parce qu'il était quand même d'origine flamande et francophone, et donc voilà, tout ça est resté... il n'a pas eu le temps évidemment de concrétiser, c'est-à-dire la maquette existe, si ça peut être repris par une autre maison d'édition, mais bon, voilà, il n'a pas eu le temps d'en faire suffisamment d'exemplaires pour que ce sera... Alors je propose peut-être qu'on entende un poème extrait des poèmes cantiques de Léo, et puis on poursuivra la conversation avec Christian autour de son parcours. J'aime assez bien le poème cantique numéro 4, qui est assez humoristique. Pour voyager en Afrique, il faut des vaccins, beaucoup de vaccins, contre la fièvre jaune ou typhoïde, contre l'hépatite A ou B, contre la misère, contre les mouches, contre les moustiques, contre le mal d'avion, contre les jambes lourdes, pour apporter le soleil et le sable entre les doigts de pied, pour supporter les dictatures et les policiers, pour ne pas manquer la splendeur de la nature tropicale et la pureté des âmes qui y vivent. Heureusement que pendant ce temps, j'ai décidé de m'occuper de mon jardin, de tailler mes rosiers chez moi, dans mon Afrique, pourvu que je n'attrape pas le tétanos. Ah, c'est très connu. Merci Denise. Alors Christian, oui, voilà, on va peut-être évoquer aussi le collègue, l'homme, puisque tu as partagé avec lui quelques années au service de la promotion des lettres de la Fédération de Wallonie-Bruxelles. Vous voyez que c'est toujours un défi de dire ça d'une traite, hein. Mais voilà. Et tu as bien connu Léo, tu as travaillé avec lui, mais c'était aussi un ami. Et puis tu as édité dos au public, hein, je rappelle, on y reviendra la semaine prochaine, mais que tu es auteur, tu es essayiste, spécialiste de Simenon notamment, et entre autres, parmi les nombreuses casquettes que tu as, Christian, tu es éditeur donc chez Werich. Et c'est entre autres par ton biais que ce livre a vu le jour. Alors, avant d'évoquer le roman, peut-être revenir sur quelques réalisations de Léo durant sa carrière. Je sais qu'il a été aussi fort impliqué notamment dans la création de la librairie Wallonie-Bruxelles à Paris, entre autres. Mais il a restructuré aussi une partie du service de la promotion des lettres, notamment au niveau de la diffusion. Hein. Là, tu peux peut-être nous en dire un petit mot. Bonjour à toutes et à tous. À vrai dire, je suis très ému d'évoquer Léo parmi vous, parce que Léo, c'est une belle rencontre
Pour moi, pendant de nombreuses années, c'est aussi un rendez-vous manqué, puisque l'auteur n'est plus là, alors que le livre dont il m'avait confié le manuscrit, ben lui, il est bien là. Moi, j'ai rencontré Léo quand, il y a 21 ans, je suis entré comme chargé de mission à la promotion des lettres. C'était ma grande passion. Très vite, avec Léo, justement, faire connaître les auteurs de Belgique francophone, c'était aussi, me dire, presque son obsession. C'était pas que son gagne-pain, tout comme moi, donc on avait ce qui... Ça nous rassemblait beaucoup, lui et moi, cette passion pour les auteurs belges. Moi, j'avoue, enfin, l'aveu est déjà éventé, puisque Ronnie vient d'y faire allusion. Moi, j'avoue, j'ai la faiblesse d'écrire des bouquins. Moi, j'admirais beaucoup Léo pour son désintéressement complet. C'était lui qui n'écrivait aucun bouquin, qui n'en signait aucun, ou quasi. Enfin, il y a une petite exception avec Werner Lambercy, mais encore bien tardive. Quand moi j'ai rencontré Léo, donc en 98, sa bibliographie était vieille. Alors je trouvais ça d'une grandeur d'âme absolue et d'un désintéressement complet, puisque lui passait sa vie à promotionner les auteurs belges et il ne se promotionnait pas lui-même. C'est remarquable, parce que vous savez combien les écrivains sont des monstres. Rodney, c'est vrai, combien les écrivains sont des monstres. Seuls leurs livres existent vraiment, et les gens qui vivent autour d'eux, ben, c'est juste des lecteurs potentiels, quoi. Et ils sont bons ou mauvais en fonction de leur degré de lecture. Bon, je caricature un peu, mais pas tellement. C'est pour ça que je n'écris pas non plus. Menteur. Et donc, voilà Léo. Alors, Léo, pour moi, c'était... Bon, il était un peu plus âgé que moi, il avait plutôt l'âge d'être un grand frère, et Léo, c'était, pour moi, le plus bel exemple de joie de vivre. Léo était vraiment un grand vivant, et c'est pour ça qu'il y a tant de gens qui s'emmerdent dans la vie et qui restent vivants. Et lui qui aimait tellement la vie, il est parti à 68 ans, et ça c'est vraiment la grande injustice, mais enfin bon, on sait bien que la mort est toujours injuste. Alors, parlons de ce qui vit encore, outre nos souvenirs de Léo. Un jour, mais je vous dis, il était déjà retraité d'ailleurs, et puis on se connaissait depuis tellement longtemps, et un jour il est venu avec un manuscrit, et presque timidement, mais vraiment j'étais un peu étonné de cette espèce de réserve qu'il a manifestée à ce moment-là. Il m'a donné un manuscrit, je dirais comme n'importe quel auteur. Alors quand on devient, même si c'est de façon, disons, part-time, quand on devient éditeur, on devient un peu plus schizophrène encore. C'est-à-dire que un auteur, ça rime avec emmerdeur. Hein? Parce que forcément, c'est quelqu'un qui va vous harceler, c'est quelqu'un qui va poil de cuter en permanence, enfin bref. C'est toujours un rapport très difficile. On devient la belle-mère de quelqu'un, en quelque sorte, et bon, voilà. Et Léo était l'auteur parfait, dans la mesure où c'était tout le contraire d'un emmerdeur, il était très respectueux du temps des autres, et bon, voilà. Et, mais ça, si vous voulez, je vous en parlerai un petit peu, comment Léo est devenu un auteur de la collection Plume du Coq aux éditions Yiddish. Mais je voulais répondre à ta question en tant que collègue. Ben voilà, c'était le Tintin des lettres belges, dans la mesure où il parcourait la planète, hein, tout le temps. D'abord, il adorait ça. Oui. Hein, il adorait ça, au point que je voyais même qu'il avait du plaisir à remplir ses dossiers. Ces dossiers, Dieu sait si au ministère il faut
remplir de la paperasse pour prendre le tram aux frais des pouvoirs publics, alors il ne faut pas demander les dossiers qui devaient se farcir. Quand je dis dossier, ça n'a rien de littéraire, hein. C'était des machins administratifs, 3 ministères dont il fallait avoir le blanc-seing, etc. Et Leyeux aimait tellement le voyage qu'il passait sous toutes ces fourches caudines pour voyager tout le temps. Mais pourquoi faire? Eh bien justement, cette espèce de mission, de missionnaire, de missi dominici de nos lettres belges francophones, et Leyeux allait à New York, à Taipei en Chine, allait à Beyrouth, allait à Moscou. Il adorait Moscou. Hein. Oui, bien sûr, toute l'Europe. Bon. Mais je pensais aux destinations un peu plus lointaines, un peu plus exotiques. Leyeux était partout et Leyeux faisait vraiment connaître les lettres belges de langue française dans plein de pays qui ne connaissent même pas l'existence d'une autre. Et il a été le deus ex machina de temps et temps de traduction dans des tas de langues du monde, en collaboration d'ailleurs avec le Collège européen de traduction littéraire de Françoise Wilmar. Leyeux, c'était vraiment... écoutez, je crois que sans Leyeux, en tout cas, je suis bien sûr, j'ai encore un petit devoir de réserve pendant quelques mois, mais Leyeux, c'était à lui seul toute la vraie promotion des lettres dans le monde, et avec un sens pratique qui n'appartenait qu'à lui, parce que Leyeux, mais ça on peut peut-être en parler aussi dans la genèse de l'homme qu'il était devenu, Leyeux avait un sens pratique incroyable. C'était je vais dire quelque chose qui n'a aucune connotation péjorative. Au contraire, pour moi, je dis ça avec beaucoup d'admiration, quelque part c'était un battleur. C'est-à-dire qu'il adorait le contact avec les gens et il persuadait les autres, sa façon d'en parler, de bien connaître, mais avec son petit sourire sous sa moustache, il parlait des auteurs belges de façon tellement ensorcelante que plein de gens ont traduit des auteurs belges grâce à lui. Enfin voilà. J'ai évoqué vous savez, le fonctionnaire, il y a les dossiers, il y a le dossier Glasgow. J'ai connu. Leyeux avait, donc son bureau, c'était une bibliothèque au point qu'on lui avait adjoint le bureau d'à côté pour avoir... Donc il avait 2 bibliothèques exactement, donc les 2 bureaux qui étaient les auteurs vivants, et puis une réserve où c'était les morts. Et alors régulièrement, Leyeux passait certains titres d'un bureau à l'autre, évidemment. Bon, forcément, ainsi va la vie. Et alors, il avait aussi des dossiers avec, c'était rien que d'aller dans son bureau, c'était voyager. Il y avait des villes du monde entier, donc justement toutes les villes où il initiait des foires, enfin, initiait pas les foires du livre, mais il initiait la présence de la littérature belge dans des salons du livre internationaux. Et alors il y avait des villes comme ça partout. Et il y avait un dossier Glasgow, c'est une anecdote bien connue pour vous dire combien Leyeux était un homme qui aimait la vie. Et le dossier Glasgow, il n'y a pas de foire du livre à Glasgow, enfin pas que je sache. En tout cas, on n'a jamais eu de stand à Glasgow. C'était évidemment comme le capitaine Haddock dans Objectif Lune, il avait un faux dossier avec dedans 2 verres et une bouteille de whisky. Et 2 verres parce que Leyeux n'aimait boire que en compagnie et en bonne compagnie. Combien de fois à l'époque le ministère fermait à 8 heures, donc 20 heures, hein, et oui, il y a encore des gens qui étaient mal payés à peine comme des fonctionnaires, mais moins, qui à 8h moins 5 éteignaient la lumière dans leur bureau, et souvent dans le service, il y avait Leyeux et moi, et il arrivait qu'on termine avant de reprendre chacun notre voiture,
Non pas par la consultation du dossier Glasgow, parce qu'avec moi, c'était plutôt du vin rouge. Et donc tous les deux, on ouvrait une bouteille de rouge avant de sortir du monde littéraire, comme ça, où on était là tous les deux, très bien d'ailleurs. Et voilà Léo, parce que Léo c'était un homme d'amitié. Alors effectivement, le dossier Glasgow, c'est la première fois que je suis allé dans le bureau de Léo et effectivement, j'ai pu découvrir le dossier Glasgow également. Je ne me rappelle plus tout ce qu'il y avait dans le dossier, mais c'était un dossier chargé. Mais non, le voyage, effectivement, il adorait ça. Il y a des anecdotes, je me souviens, il m'avait raconté, je pense que c'était à New York justement, on était venu chercher avec une limousine, je ne sais plus. En tout cas, il a réussi aussi à New York à organiser un festival de poésie. À New York, qui n'était pas programmé au départ par la communauté française. Et il a fait inviter des poètes belges dans un quartier tout à fait célèbre là-bas, qui d'habitude n'organisait que des festivals de poésie pour les Américains. Donc c'est vrai qu'il avait à la fois le sens du défi et en même temps aussi, je crois que ça lui faisait plaisir de pouvoir, par tous ses contacts, obtenir énormément de choses que d'autres personnes n'auraient pas réussi à accomplir. Oui, c'est vrai que on l'a dit, mais c'était sa vie, c'est sa vie. Oui. Le travail et la vie ne faisaient qu'un pour lui, c'était tout le temps ça et des contacts. Et voilà, quelques jours avant son décès, il avait vu Thierry Leroy dans le cadre d'un projet qu'il devait faire. Enfin voilà. On en avait ensemble pour la collection. Vous aviez encore des projets. Alors, on va dire quand même un mot de public, hein, qui est un livre. Alors voilà, on le disait tout à l'heure, Christian, Léo est là dans ce livre, à la fois par les ambiances, la thématique, par Gand qui est évoqué, Bruxelles bien sûr. Jouait-il de la contrebasse? Ah, jouait-il de la contrebasse? Était-il musicien? Il adorait la musique. Oui. Il adorait la musique et il écoutait énormément de musique. D'ailleurs, il a laissé quantité de CD à la maison que je découvre maintenant, parce que quand il partait à l'étranger, il ramène toujours beaucoup de musique là. Mais lui-même ne jouait pas d'instrument de musique. Et spécialement le jazz? Il aimait beaucoup le jazz aussi, oui, il aimait beaucoup le jazz. Alors on parle effectivement de ça puisque le personnage du roman est un contrebassiste. Enfin oui. Oui, enfin voilà, pas vraiment, mais je vais te laisser faire le pitch. Merci René. Alors le pitch, en fait, c'est donc public. Alors peu importe le factuel, les détails, mais donc public, c'est l'enfance de Léo. Mais je est un autre, comme chacun sait, mais c'est l'enfance de Léo dans la mesure où il reste combien de temps avant d'abord? On est bon. Oui, donc je peux lire quelques lignes. Bien sûr. Alors écoutez, je ne fouille jamais pour choisir les extraits. Hein. Je vous lis les toutes premières lignes de la première partie. Et vous verrez que c'est totalement de circonstances. Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, Arthur de Groot, donc le double de Léo, Arthur de Groot avait appris la contrebasse à l'armée. C'était un garçon timide, né au début des années 50 dans le quartier des abattoirs de la ville de Gand. À l'époque, le service militaire était encore considéré comme un rite de passage vers l'âge adulte par tous les parents, infatigables narrateurs de leurs actes héroïques pendant une ou parfois 2 guerres mondiales. Pour beaucoup d'adolescents, c'était plutôt appréhendé comme un calvaire auquel il était impossible d'échapper. À l'arrière de la Castellane, une avenue arborée avec au milieu un site propre pour le tram qui reliait les quais de l'Escaut à la Dame-Porte, où s'avançaient les premiers docks du port maritime, se trouvait un quartier ouvrier insalubre, fait de masures à 2 pièces, sans compter la cave et le grenier,
face à un mur aveugle qui était l'arrière d'une autre ligne de maisons similaires. 2 robinets d'eau potable pour toute la rue, des toilettes à l'extérieur, un bac maçonné devant chaque maison pour le charbon et une courette sur laquelle la plupart des habitants avaient construit un cabanon pour stocker tout ce qui ne trouvait pas de place dans les 40 mètres carrés habitables. Voilà le décor dans lequel avait grandi Arthur. Alors, moi je me souviens très bien, parce que ça va me marquer et toucher, et parce que aussi c'est un peu mon histoire familiale, sauf que moi, c'était une génération avant, celle de mon grand-père, mais ce coron, mot de Wallonie, mais qu'on pouvait très bien utiliser pour ce quartier de Gand, ce quartier ouvrier de Gand, c'était celui effectivement de Léo. Léo m'avait parlé un soir comme ça, c'était du rouge je crois, de son enfance et de cette enfance étriquée dans un milieu très modeste, avec des parents vieux, il me l'a souvent répété, très vieux même, et voilà. Et il m'a dit d'ailleurs que le jour de ses 18 ans, il avait fermé la porte et il avait mis la clé dans la boîte aux lettres. C'est ce qu'il m'avait raconté. Alors, donc, on part de ce petit gantois qui parle quoi? Ben, il parle flamand. Et encore, il parle plus le gantois que le flamand, enfin que le néerlandais. Et puis, cet homme devenu, ben voilà, écrit des poèmes et écrit des romans en français. Donc, je pense que le théâtre et Claire sont 2 baguettes magiques pour métamorphoser les choses et les gens, mais c'est important. Mais justement, en exergue de ce petit roman, petit parce qu'il est bref, mais en même temps ample et riche, il y a cette citation de Dany Laferrière. On pense à tout ce chemin parcouru pour s'éloigner du Père, et voilà qu'il faut reprendre la route en sens inverse. Comme c'est vrai, comme c'est... Tout est dit dans cette phrase. Et c'est évidemment le parcours, le chemin de Léo Beckmann, écrivain. Moi, ce qui me touche beaucoup, d'ailleurs, dès qu'il m'a donné ce roman qui demandait du travail, et il était convenu entre Léo et moi de le retravailler ensemble, mais il a fait ce travail aussi avec, d'ailleurs il est cité avec Michel Lambert et surtout avec Michel Torkens, hein, mais Michel Lambert l'avait soutenu dans sa démarche, et Léo, c'est quelqu'un qui toute sa vie s'est occupé des livres des autres, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais ce n'est pas qu'une boutade, et qui, dans son âge mûr, a eu cette volonté de jeune écrivain d'avoir son nom sur la couverture d'un roman. Et moi, ça me touchait énormément. J'ai, avec la codirectrice de la collection Plume du Coq, Nausicaa Dewey, on a beaucoup... on a adopté ce manuscrit, et du vivant de Léo, hein, donc l'accord avait été obtenu du vivant de Léo, et on devait se voir d'ailleurs dans les tout derniers jours de décembre 2016, et puis il avait attrapé la grippe, et la veille du rendez-vous, il m'avait dit, écoute, je ne sais pas venir, vraiment, c'est épouvantable, la crève que j'ai, bon, on remet ça à ma guérison, et puis voilà, on s'est aperçu dans le cadre d'un raout du ministère, bon, c'était pas le moment à la littérature, surtout on n'était pas que en bonne compagnie, et donc on avait remis ça, et voilà, et donc Léo n'était plus là, et moi j'avais ces feuilles qui sont devenues un peu, enfin, que j'avais envie d'adopter, voilà. Et ce livre, quand il est paru à la foire du livre de cette année-ci, je vous assure, j'étais plus content que si c'était un de mes bouquins qui sortait. Ça m'a fait
un bonheur vraiment intense que ce livre de Léo Zola, et je râle encore tous les jours qu'il nous... Enfin, j'espère qu'il est là-haut pour nous voir, parce que vraiment c'était un livre que je voulais absolument sortir. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il raconte? Que Léo soit ou non contrebassiste, ce serait bien. Mais je ne pense pas. Il ne m'avait jamais parlé de Bertha, sa contrebasse. Il aimait les formes féminines de la contrebasse et les formes féminines tout court, ça c'est certain. C'était un grand admirateur de la ville, je vous l'ai dit. Tout le monde qui l'a connu le sait. Mais ce roman, c'est un roman sacrément bien, j'allais dire familièrement, sacrément bien foutu. Où d'ailleurs, le chemin de l'auto-analyse, mais aussi de la psychanalyse, est sous-jacent, mais jamais barbant. Tout vibre de vie, sans jamais théoriser rien, et où l'amitié est présente. Oui, voilà, c'est un livre qui fait du bien. Alors, vous allez me dire que je suis peut-être un peu subjectif pour parler, oui, très certainement, je l'avoue. Mais voilà, moi je suis content que ce livre figure dans une collection qui s'appelle donc, je vous l'ai dit, Plume du Coq, voulue par Olivier Huey-Rich aux alentours de 2010, et que nous avions lancé un autre ami et un autre écrivain mort trop tôt, Alain Bertrand. Donc Alain Bertrand et moi, on avait imaginé et créé cette collection donc, aux éditions Huey-Rich en 2011. Et voilà, Léo fait partie d'auteurs dont les noms vous sont connus, hein, Jacques de Decker, Xavier Deutsch, Michel Host, prix Goncourt, vrai prix Goncourt, il est dans cette petite collection. Et je pense que Léo aurait été heureux de voir son nom avec d'autres, mais je suis sûr que les autres auteurs, Jacques de Decker, Hilaire Coton, des valeurs sûres de la littérature belge, eh ben, ils peuvent être fiers d'être à côté de Léo. Madame, vous vouliez... J'aurais voulu savoir si Léo était conscient que c'était l'illustration de Salimi. Bien sûr, oui. Merci madame de me donner l'occasion de réparer un oubli. Jean-Claude Salimi est l'auteur de la linogravure qui figure en couverture, mais ceci est un montage de notre maquettiste, graphiste évidemment, qui a d'ailleurs fait ça très bien, parce que la linogravure de Salimi, c'est un seul contrebassiste placé verticalement, et notre bandeau de couverture demandait une illustration horizontale. Et donc voilà ce qu'il en est devenu, mais c'est bien marqué au verso de la page de titre qu'il s'agit d'une illustration de Salimi, et d'ailleurs l'œuvre appartenait à Léo, et il semblerait même qu'il avait eu cette idée de contrebassiste, en tout cas, à partir de cette idée de contrebassiste qui tournait le dos au public. Voilà. Pour la petite anecdote, merci. Voilà, alors effectivement, j'en avais parlé aussi on avait parlé du roman et on l'attendait vraiment. Et c'est vrai que l'émotion dont Christophe a parlé, à la fois du livre de Bruxelles aussi, voir le stand de la Fédération Wallonie-Bruxelles sans Léo, c'était effectivement, ça provoquait beaucoup d'émotions, et de voir son livre sur les rayonnages, c'était un moment assez touchant. Oui, on rappelait effectivement cette illustration, que c'est à partir de là qu'il a imaginé ce personnage, qui donc ne peut jouer en public que quand il est dos au public. Alors, et la clé est offerte in fine. Hein. Voilà, il donne la clé, mais c'est une clé psychanalytique, vous vous en doutez. Voilà, c'est la clé finale. Voilà. Alors,
Denise, peut-être un dernier poème que tu as choisi avant de... J'en avais deux parce que... Oui, mais écoute, on a le temps. On a le temps. Voilà, je te passe Alors, le micro. Oui. Comme je n'ai jamais voyagé, contrairement à Léo, j'aime beaucoup le cantique numéro 8 qu'il dédie à Étienne Milungu. Nous sommes la civilisation noire, la civilisation goudronnée. La terre rouge et la poussière nous sont devenues étrangères. Au mépris des lois sauvages, nous avons construit des abattoirs et nous avons emballé la mort sous cellophane. Nous avons mis nos espoirs dans des coffres et nos avoirs dans des cartes pour manger à crédit et pour mourir le ventre plein. Or, un jour, j'aurai la peau noire et je porterai cette peau en signe de libération, car je serai à nouveau cet homme ancien qui se souvient de la terre, de la place qui lui revient et de ses origines minérales. Et alors le dernier peut-être, le cantique numéro 11. J'ai vu par la fenêtre la rue et les maisons d'une autre époque. J'ai fermé volets et paupières pour barrer la route au soleil et pour permettre aux rêves de retourner à la source. Maintenant que la nuit renonce à bercer mon sommeil et que je découvre avec stupeur qu'en amont de ma naissance, il n'y a personne, que je me suis adoptée de plein gré pour oublier la misère et embellir l'avenir, privilège d'orphelin, loin par le néant, parti dans la vie sans autre poids, sur la nuque que le vent et les étoiles. Voilà, merci Denise. Bien voilà, on arrive au terme de la balade. Merci à vous d'avoir embarqué avec nous ce dimanche ensoleillé. On se retrouvera bien sûr dimanche prochain avec Christian Libens pour faire plus ample connaissance et aborder alors les thématiques qui sont les tiennes, notamment Simenon, notamment Apollinaire, bien sûr, toujours au fil de l'eau évidemment. Je vous invite, comme d'habitude, à nous retrouver devant la paillote de la bibliothèque d'Erich Clair qui se trouve juste ici. Donc, il y a une passerelle qui permet de nous retrouver juste ici à côté de la Kids Zone. Vous pourrez découvrir les livres de Léo et bien poursuivre la discussion ensemble. Merci à vous, merci Claire d'avoir été là. Merci Madame Dehé, je ne sais pas si vous voulez dire un petit mot. Mais oui, un petit mot pour vous remercier, René, d'avoir de nouveau dirigé les débats pour cette première croisière littéraire de l'été 2018. Voilà, c'est toujours avec le même bonheur que nous nous retrouvons. Merci à Christian Libens d'avoir été présent. Et je voudrais dire aussi à quel point nous étions heureux, donc au nom des bibliothèques, de nous associer à cet hommage à Léo Bécane. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous et merci Christian, merci Denise pour les lectures. Et on se retrouve pour poursuivre la discussion. Et autour d'un verre parce qu'il commence à faire soif. Voilà, merci à vous, merci.